Ceci est une histoire vraie. C'est mon histoire. Je m'appelle Warren Hopkins. En 1977, j'avais 48 ans. Nous avions décidé avec Caroline, ma femme, de nous offrir une croisière aux Canaries, au large du Maroc. Le soleil, la chaleur, la plage. On en rêvait après l'hiver qu'on avait eu à Chicago. Le 27 mars, nous étions donc à bord de l'un de ces deux Boeing 747 qui volaient vers les îles Canaries. Nous étions persuadés d'être en route pour le paradis. Mais nous ignorions qu'au bout du voyage, en fait, c'est l'enfer qui nous attendait. Comment pouvait-on imaginer que le destin, ce jour-là, avait décidé de changer le cours de l'histoire, de notre histoire? Paname 1736, rappelez piste dégagée. D'accord, bien sûr, rappelons piste dégagée. Merci 1736. Il a dégagé? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il a dégagé le Paname? Mais ouais. Nom de Dieu! Oh le con, merde! Il nous fonce dessus! Oh les abrutis! Décolle! Décolle, décolle, décolle! Dégage! Allez, il va nous rentrer dedans! Sur le coup, j'ai cru qu'une bombe avait explosé dans l'avion. C'était comme si chaque molécule de l'atmosphère avait explosé. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu que l'appareil était en flammes. Je me suis dit, mon Dieu, nous sommes coincés. Il y avait 28 passagers dans le salon supérieur qui avaient tout simplement disparu. Joanne était là, elle me criait « Suzanne, prends-moi la main ». Les moteurs commençaient à se désintégrer. Je crois que j'ai lâché la main de Joanne très rapidement. J'ai mis les mains sur mon visage et j'ai dit « Seigneur, mon heure est arrivée ». C'est mon instinct de survie qui m'a réveillée et qui m'a dit « Sors de cet avion ». Je lui ai dit, je saute le premier, j'amortirai ta chute. L'avion s'effondrait sur les passagers. J'ai pensé que tout le monde allait y rester. Je me suis sentie responsable parce que j'étais incapable de m'occuper de mes passagers. Je me suis sentie aussi inutile lorsque j'ai regardé l'avion et que j'ai compris qu'on ne pouvait plus rien faire, que le feu nous empêchait d'y retourner. On l'ignorait à cet instant, mais ce jour-là, nous devenions malgré nous les victimes de la plus grande catastrophe aérienne de tous les temps. C'est une catastrophe qui se chiffre par centaines, 562 morts et 72 blessés. Le choc de ces deux monstres bourrés de kérosène, 200 tonnes de pétrole qui vont exploser et qui vont transformer ces deux appareils en véritables brasiers. Les pompiers ont mis plus de 12 heures à éteindre les flammes. Et les minutes que j'ai vécues à cet instant furent les plus longues et les plus terribles de toute mon existence. C'est un vrai miracle si je m'en suis sorti. Ensuite, bien sûr, j'ai voulu comprendre que s'était-il passé. Comment deux avions à la pointe de la technologie avaient pu se percuter sur la même piste. Pourquoi tous ces morts? Où était l'erreur? Où étaient les erreurs? Pour comprendre, il faut revenir en arrière, 5 heures plus tôt, alors que nous sommes encore en vol. Nous arrivons de Los Angeles, via New York, et nous survolons l'Atlantique à 11 000 mètres d'altitude en direction de l'aéroport de Gando, à Las Palmas, sur les îles Canaries. Ah, les plages de sable fin, oh, les poissons grillés, les bains de minuit. Non, arrête, tu m'excites.
C'est la première fois que j'ai un vol aussi agréable. Voilà, pareil. On n'a pas vu le temps passer. Ouais. C'était l'un des premiers charters pour des vacanciers qui partaient en croisière. La plupart des passagers étaient des retraités. Ils se rendaient à Las Palmas, où ils devaient embarquer sur un paquebot pour une croisière de 10 jours. Après ça, ils devaient reprendre l'avion pour retourner aux États-Unis. Mais ce que je ne sais pas, c'est qu'à cette époque, l'archipel est sous la menace d'un groupe indépendantiste, des terroristes qui contestent la domination espagnole sur les îles Canaries. Mais il faut que tout le monde comprenne qu'aux Canaries, il y a une situation de guerre. Tant que les Canaries sont en colonie, il y aura la guerre contre l'Espagne. Si le gouvernement espagnol n'accepte pas nos 3 conditions, nous déclencherons la lutte armée totale. Nous continuerons la lutte jusqu'à la fin. New York, les Canaries en 6 heures. Je le refais quand ils veulent. Le temps passe beaucoup trop vite quand on s'amuse. À bord de notre vol, nous sommes 380 passagers et 14 membres d'équipage, dont 2 jeunes hôtesses. J'étais sur ce vol avec ma meilleure amie, Suzanne Donovan. Nous avions l'habitude de voler ensemble. On en profitait. On adorait être ensemble. Hé Suzy, garde un peu de ton énergie pour Paris. Oh, compte sur moi, Joanne. On allait juste à Las Palmas, débarquer nos passagers avant de repartir à vide à destination de Paris. Tout va bien donc, jusqu'au moment où les indépendantistes décident de passer à l'action. Et manque de chance, leur action doit se dérouler précisément là où nous allons, à l'aéroport de Las Palmas. Et nous ne savons pas non plus qu'au même moment, un autre 747, hollandais celui-là, vole lui aussi vers les îles Canaries. À son bord, il y a 234 passagers et 14 membres d'équipage. Le commandant de ce vol s'appelle Jacob Van Zanten. Ce n'est pas n'importe qui. Il est chef instructeur. Et c'est lui qui a formé le copilote, Klaas Meurs. Commandant ? Je suis désolée de vous déranger, mais je me demandais si vous pouviez me signer un petit autographe. Et c'est un tel honneur de voler avec vous. En fait, ce commandant est un peu une star à la KLM. On retrouve carrément son portrait dans les revues de la compagnie. Ces passagers sont presque tous des touristes hollandais. Comme nous, la plupart partent en vacances. Sauf 3 jeunes Hollandais qui travaillent et habitent à Tenerife. Parmi eux, Robina Van Lanschot. Elle sera la seule survivante du vol KLM. Combien peuvent se vanter d'avoir un bananier dans leur jardin? Je ne sais pas à quoi il a servi ce séminaire. Après tout, qu'est-ce qu'on a fait en Hollande pendant une semaine? C'est vrai, on a eu des réunions, des discussions, mais on ne nous a strictement rien appris sur la vente. On nous a offert un billet, on a pu voir la famille, on n'a pas à se plaindre. Bon, allez, je propose qu'on fête notre retour dès ce soir et qu'on mette Las Palmas en dessus dessous. Ouais! Vous êtes d'accord? Nous revenions tous les 3 de Hollande où nous avions eu une semaine de travail plutôt tranquille. J'habitais Puerto de la Cruz, un petit village du nord-ouest de Tenerife. Yvonne et Walter faisaient le voyage avec moi. C'était bien de revoir ses collègues chaque année. À bord, l'ambiance était vraiment agréable. Nous nous entendions à merveille. Les Hollandais, tout comme nous, profitent de leurs dernières minutes de vol avant la plage et le soleil. Et les pilotes, eux, commencent à préparer l'atterrissage. C'est maintenant que vous regardez les procédures d'approche pour Gando? Oui, j'en profitais aussi pour faire une dernière vérification. On peut faire le briefing quand vous voulez. Bon, alors à l'avenir, je déteste que l'on attende la fin d'un vol pour faire cela. Entendu?
Je ne faisais que revérifier les procédures. On débute l'approche dans 5 minutes. Tant mieux. Merci. Il y a 2 bombes dans le terminal. Vous avez 10 minutes pour sauver autant de vies que vous le voulez. Je retéléphonerai. À cet instant, l'engrenage fatal des événements est enclenché. Et nous n'en savons rien. Après plus de 12 heures de vol, nous, on est juste impatients d'atterrir. À toi les manettes. Ok, et on a Gando sur la fréquence. Bien. Équipage, Gando. Arrivé à Las Palmas dans 45 minutes. Ah, si, señor. Gando, Las Palmas, aéropuerto, hombre. Tiens, passe-moi les procédures d'approche du terrain. L'équipage commence à préparer la cabine. C'est bon signe. Je sais qu'on n'est plus très loin. Madame? Oh, on dirait qu'elles viennent d'être accueillies. Qu'est-ce qu'elles sont jolies. Oui, c'est un ami qui me les a offertes à l'aéroport. Vous savez, j'aime tellement les roses que mes amis proches m'ont surnommée Rosie. Oh, j'aimerais bien qu'on m'en offre. Vous avez de la chance. Tenez. Oh, je vous l'offre. Allez, j'insiste. Je sortais d'une période de travail intense et je souhaitais prendre des vacances. Et j'étais impatiente de vivre cette semaine. Oh oui, d'accord. Pour tout le monde à bord, en fait, ce voyage est synonyme de rêve et de plaisir. Mon mari et moi, nous avions décidé de nous payer ces vacances pour fêter notre 10e anniversaire de mariage. C'était le premier vrai grand voyage que nous pouvions nous offrir. Nous avions fait de longues études et on n'avait jamais eu de quoi s'offrir un tel séjour. Attention, ceci fait une évacuation d'urgence. En fait, à ce moment-là, dans l'avion, on est loin d'imaginer ce qui se passe au sol. Je répète, une évacuation d'urgence. En explosant, la bombe des indépendantistes blesse grièvement la fleuriste. Pour le moment, elle est encore la seule victime. Pour le moment. Oui, j'écoute. Ici la sécurité. Il vient d'y avoir une explosion dans le terminal. On en redoute une deuxième, alors on va fermer l'aéroport. Il faut absolument que vous déroutiez tous les appareils qui s'apprêtent à atterrir. Oui, d'accord, immédiatement. Gando, ici KLM 4805. Est-ce que vous me recevez? Nous sommes au niveau 350, demandant l'autorisation pour l'approche. KLM 4805 Gando, l'aéroport est fermé. Déroutez-vous sur Los Rodeos via le VOR de Tenerife. Descendez au niveau 250. Ah, je le sentais venir. Je suis attendu ce soir, j'ai un dîner important et je vais le rater. Descendez au niveau 250. 250. Les Hollandais sont les premiers à être déroutés. Pour l'équipage, c'est un coup dur car ils doivent repartir l'après-midi même vers Amsterdam. Et cette attente imprévue risque de tout remettre en question. Quelques minutes plus tard, on est déroutés, nous aussi, vers le même aéroport. Celui de Los Rodeos sur l'île voisine de Tenerife. Gando, Paname 1736. Bonjour à vous. Nous sommes actuellement au niveau 370. À 120 nautiques ouest. Demandons autorisation pour entamer l'approche. Paname 1736 Gando, l'aéroport est fermé. Déroutez-vous sur Los Rodeos via le VOR de Tenerife. Descendez au niveau 250. On a fait le plein à New York. Dis-lui qu'on peut attendre. Qu'est-ce que t'en dis, George? On peut tenir 2 heures? 2 heures, oui, bien sûr. Gordo, 1736. Demandons autorisation pour attendre au-dessus de Las Palmas. Nous avons assez de carburant pour tenir environ 2 heures. Négatif, monsieur, je vous le répète, l'aéroport est fermé. Il y a eu une explosion dans le terminal. Il y a déjà de nombreux appareils dans votre situation. Vous êtes attendu à Los Rodeos. Contactez les contrôleurs des Canaries sur unité 8 décimale 5. Ah, je suis fou de joie. Je pense qu'ils avaient tellement de trafic qu'ils n'ont même pas eu le temps d'étudier la demande d'un appareil pour une mise en attente. Et s'ils nous ont renvoyés sur Tenerife, c'est parce qu'ils ne contrôlaient plus la situation.
Enfin, c'est ce que je pensais. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à Los Rodeos, sur l'île voisine de Tenerife, à quelques dizaines de minutes de vol de Las Palmas. C'est un aéroport régional habitué à recevoir des petits avions par des jumbo jets. Les parkings ne sont pas très grands et l'aéroport ne possède qu'une seule piste. Mais c'est le seul terrain à proximité. Nous n'avons pas le choix. Comme tous les autres avions en vol, nous devons nous poser à Los Rodeos. Mesdames et messieurs, c'est le commandant Groups qui vous parle. Le contrôle aérien vient de nous demander d'atterrir à Tenerife, qui se trouve à une demi-heure de vol de Las Palmas. Apparemment, il y a eu des problèmes sur l'aéroport de Las Palmas. Nous restons en liaison radio pour voir s'il y a des possibilités de vous ramener à Las Palmas dès que nous aurons atterri à Los Rodeos. Je vous tiens au courant dès que j'ai plus d'informations. Merci pour votre patience. Quand ils ont annoncé que nous n'allions pas pouvoir atterrir à Las Palmas, je me suis sentie frustrée parce que le voyage avait été long, j'étais fatiguée, sans compter le décalage horaire. Alors oui, je me suis sentie frustrée et triste de ne pouvoir descendre d'avion et monter sur notre bateau. Les gens n'étaient pas contents parce que cette nouvelle n'augurait rien de bon. C'était un mauvais présage. Et pour les contrôleurs de Los Rodeos, la fermeture de Gando n'est pas non plus une bonne nouvelle. On est dimanche et les effectifs sont réduits. À la tour, ils ne sont que 2. Habituellement, c'est suffisant pour les quelques vols quotidiens, mais aujourd'hui, ils vont se retrouver avec un trafic digne d'une autoroute un jour de grand départ. Nous, on fait ce qu'on peut. On a 3 appareils déjà, sans compter les 2 747 qui arrivent. Regardons ce qu'on a. Panam, 747. KLM, 747. KLM 4805, vous êtes numéro 3 derrière le 737. Appelez valise extérieure. 4805, nous sommes numéro 3 derrière le 737. Ben dis donc, j'ai déjà vu des timbres-poste plus grands que ce terrain. Je sais pas combien de temps on va rester coincé ici. Oh, c'est pas vrai. Quelqu'un serait intéressé par la checklist d'atterrissage? Klaus, nous allons atterrir. C'est à vous de demander la checklist d'atterrissage. Checklist, s'il vous plaît. Sortie de secours allumée. Système d'allumage OK. Circuit carburant OK. QNH OK. Freinage automatique? Moyen, on ne sait jamais. Leur piste n'est pas grande et il se pourrait bien qu'elle soit plutôt glissante. Volet. Sortie. Checklist terminée. Merci à vous. Lima Tango, unité 07. Descendez au niveau 8-0, circuit d'attente. À Los Rodeos, avant notre arrivée, les avions se sont succédés à l'atterrissage. Et les parkings sont déjà complets. Passez sur fréquence sol sur unité 8 décimal 7. Sunjet 282. Je passe sur fréquence seule. Unité 8 décimal 7. Ah la vache. Il fallait que ça arrive aujourd'hui. Juste le jour où il y a un beau match de foot entre l'Espagne et la Hongrie. C'est pas de peau. Il fallait que ça tombe sur nous. Comment va-t-on ramener tous ces avions au sol? Évidemment, les contrôleurs sont formés pour faire face à ce type de problème. Mais il est facile de comprendre qu'aujourd'hui, les 2 malheureux contrôleurs de Los Rodeos sont brutalement confrontés à une situation totalement inhabituelle. Ils n'ont jamais vu autant d'avions sur leur terrain. Pentax, maintenez position. Sunjet, poursuivez le roulage. Dis, où est-ce que tu comptes mettre le KLM? Ben, à côté des 2 737. Y a pas le choix. On attend le 747 Panam. Oui, et ce sont 2 gros porteurs, tiens, ça va être dur de les manœuvrer. On devrait peut-être laisser un peu d'espace aux autres avions. Panam 1736, quittez le niveau 230 pour le niveau unité 20. Rappelez franchissant au niveau unité 80. Enfin, c'est notre tour d'entamer notre approche. Ici Panam 1736, en descente vers le niveau 120. Rappelons en passant le niveau 180. Évidemment, après un aussi long voyage, 13 heures de vol, tout le monde est pressé d'arriver. Dites, pourquoi on est en retard? Il y a un problème à l'aéroport? Non, ce n'est qu'un petit souci technique. Tout va vite rentrer dans l'ordre. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Non, je vous assure. Je dois avouer que cet avion n'est pas des plus confortables.
Mais je n'allais quand même pas prendre le bateau pour me rendre à une croisière. Non, moi ce que je dis toujours, c'est que dans un avion, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Les accidents de voiture sont bien plus nombreux que les... Oh, mais vous le savez. Mais la véritable inquiétude pour nous, c'est de savoir si ce détour imprévu ne va pas remettre en cause notre croisière. Combien de temps va durer cette escale? Est-ce que le bateau va nous attendre? L'animateur du voyage organisé intervient pour rassurer tout le monde. Mesdames et messieurs, notre paquebot, le Golden Odyssey, pourrait venir nous prendre à Los Rodeos si jamais ce retard devait se prolonger. Alors veuillez nous excuser pour ce contretemps et soyons patients. Freinage auto-réglé sur moyen. Nous avons fait la checklist d'atterrissage. Freinage automatique moyen. KLM 4805, autorisation d'atterrir sur piste 3-0. Essai 4805, nous allons atterrir sur piste 3-0. Quel atterrissage, tout en douceur. Nos mamies n'ont dû se rendre compte de rien. La prochaine fois, plaquez-moi l'avion au sol plus rapidement. Et sans dévorer toute la piste. On ne sait jamais. Entendu? Alors, je crois qu'ils veulent que l'on se mette parallèle au 737. Voilà. C'est bon sur ma gauche. Vous pouvez y aller. Stop. Freinez, là. Stop. Non, non, pas plus, pas plus. Comme ça. Tour de contrôle, ici KLM 4805. Je vous écoute, 4805. Ouais, savez-vous combien de temps nous allons patienter? Négatif, 4805. Nous attendons des nouvelles de Gando. Dans ce cas, je voudrais débarquer nos passagers dans le terminal. Ils auraient la possibilité de se dégourdir les jambes. Combien de passagers avez-vous à bord? 273 passagers. Je n'ai pas trop envie de les entendre pleurer et râler. Reçu, nous vous envoyons la navette. C'est gentil. Mais on ne va attendre que quelques minutes. Ouais, c'est ça. Ou quelques heures. Vous tenez à leur dire de rester dans la cabine sans bouger? Vu de la tour, c'est le grand embouteillage. Les parkings sont déjà complètement saturés et les contrôleurs doivent stationner les derniers arrivés n'importe où, en bout de piste. Miguel, viens voir un peu ça. Bon, dépêche-toi alors. Nous avons déjà 2 appareils qui bloquent les bretelles C1 et C2. La seule solution, c'est qu'ils se mettent tous en file ici. Tous les avions ne pourront pas prendre ce virage. J'ai une idée à ce sujet. On pourrait faire passer le 747 Panam par là. Comment veux-tu après qu'il décolle? Ce n'est pas possible. On va lui faire remonter toute la piste. On lui fait faire demi-tour et il décolle. Ensuite, les autres font pareil. On va en avoir pour toute la nuit comme ça. Dans ce cas, va vite faire une autre piste de décollage. La méthode, paraît-il, n'est pas banale, sans être particulièrement risquée. Comme les voies d'accès sont totalement bloquées, il faut faire remonter les avions au pas jusqu'au bout de l'unique piste pour qu'ils fassent leur demi-tour et puissent décoller face au vent. Mesdames, messieurs... Évidemment, pour les Hollandais, c'est la déception. Ils pensaient comme nous terminer l'après-midi sur la plage. Au lieu de cela, ils vont devoir poireauter dans la salle d'attente déjà bondée d'un minuscule aéroport régional. On est arrivé à Los Patatos? Pas encore. D'abord, nous allons visiter un aéroport, celui de Los Rodeos. Ensuite, nous irons à Las Palmas, d'accord? Los Pomelos? C'est ça. Allez, remets tes chaussures. Hey. C'est débile, on va repartir à Las Palmas et on va revenir ici dès demain. On n'a qu'à débarquer ici. Ouais, et qu'est-ce que tu fais de nos valises? Qu'est-ce qu'il est matérialiste, celui-là. Ah, c'est pas parce que tu veux voir Paul que nous on est obligés de se balader à poil. Paul te prêtera un caleçon si tu veux. Oh, l'horreur. Il faut me comprendre, je l'ai pas vu depuis une semaine. J'avoue que je préférais ne pas avoir à repartir. Ouais, je te comprends. Oh, ça y est, on avance. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça va? Oui. Parce que t'as pas l'air. C'est étrange. Tant d'avions, c'est bizarre.
J'ai un mauvais pressentiment. Je me souviens bien de ses paroles parce qu'il était juste à côté de moi. Il a regardé dehors et il m'a dit « Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout ça ne me dit rien qui vaille. » On a transféré les Hollandais par bus, en petits groupes, vers l'aérogare bondé. Entre ceux qui partent, ceux qui arrivent et ceux qui sont en transit, les places deviennent chères. Paname 1736, en courte finale pour la 3-0. Paname 1736, autorisé pour la 3-0. Enfin, c'est à nous d'atterrir. Est-ce que vous l'avez en vue? Affirmatif, tour de Los Rodeos. 1736. Vous allez vous mettre derrière 3 appareils. Est-ce que vous les avez en vue? Il y a du monde, on dirait. 1736. Attention au souffle de vos réacteurs. Quand vous tournerez, il y aura un avion à côté de vous. C'était un véritable embouteillage au sol. Il y avait déjà tellement d'avions qu'à l'atterrissage, on nous a demandé d'aller au bout de la piste et de se mettre derrière 3 autres appareils. C'est tout ce qu'on a vu de l'aéroport. Et nous ne savions pas quand Las Palmas allait réouvrir, alors nous ne nous sommes pas éloignés de l'avion. On est moins chanceux que les Hollandais. Cette fois, l'aérogare est complet. Pas question de débarquer. Après 14 heures de voyage, c'est dur. Mesdames et messieurs, je viens d'autoriser l'ouverture d'une porte ainsi que la mise en place d'une passerelle pour tous ceux qui désirent se dégourdir les jambes. Cependant, étant donné le grand nombre d'appareils présents sur les pistes, nous ne pourrons pas, malheureusement, aller nous rafraîchir dans le terminal. Je sais que vous avez tous eu une longue journée, alors j'espère que nous pourrons repartir d'ici dans pas plus de 30 à 60 minutes. Merci pour votre compréhension. En fait, ils nous ont juste autorisé à sortir de l'avion, à descendre la passerelle et à nous dégourdir les jambes sur le tarmac. Tout le monde était fatigué par ce long voyage et avait hâte d'arriver. Ils ont ouvert les portes pour aérer et pour qu'on puisse regarder dehors. Le ciel était couvert et nuageux. Ce n'était pas du tout le paysage auquel on s'attendait en venant ici. Comme tout le monde, je m'attendais à trouver le soleil des tropiques. Eh bien, on en est loin. Le ciel est brumeux avec des nuages bas qui bouchent l'horizon. J'aime pas ça, ce brouillard. Il ne manquerait plus qu'ils suspendent les vols, ce serait le pompon. Oui, ils ont intérêt à se bouger parce que sinon, on va passer la nuit ici et là. Attention au dépassement d'horaire. Quelqu'un sait combien de temps il reste avant qu'un autre équipage soit forcé de nous remplacer? Voyons voir. Il est écrit là-dedans que la durée autorisée par la compagnie est de 10 heures de vol avec une amplitude de 13 heures. Et ça, c'est quand on fait une escale. Mais, si l'on en fait 2, ça descend à 9 avec une amplitude de 11. Je savais pas, c'est drôle. Mais attention, on a le droit de demander une dérogation. Non, vous avez entendu, qui est-ce qui a écrit ces conneries? Des fois, on se demande si les gars qui rédigent ce fatras de règles savent ce que c'est que notre boulot. Qu'est-ce qui se passerait si on attaquait en justice notre compagnie? C'est simple, vous seriez foutu à la porte, vous perdriez votre licence, votre carrière. Entre autres. Les Hollandais doivent commencer à trouver le temps long, eux aussi. Mais dis donc, j'ai une idée. Si on restait à Tenerife, c'est idiot de retourner à Las Palmas, surtout pour revenir ici demain. Et Paul nous attend, allons chercher un taxi. Calme, Paul peut attendre encore 24 heures. Ils prévoyaient ce qu'ils allaient faire. On va dîner là, on prendra un verre. Et moi, je ne voulais qu'une chose, revoir Paul.
Et c'est son amour pour Paul qui va la sauver. J'ai rencontré Robina en décembre 1976. Je suis tombée amoureuse et on ne s'est jamais plus quittés depuis. Ok, si vous voulez, je m'occupe des bagages. Et toutes les deux, vous pouvez rester ici. Et je vais tenir la chandelle à ma meilleure amie et à mon frère? Reste. Tu sais, Walter et moi, on arrivera très bien à s'amuser sans toi. Oh que oui. De toute façon, tu nous aurais ennuyés à parler de Paul constamment. C'est vrai? Génial. Ouais. Dites, excusez-moi. Est-ce que je peux vous aider? Oui, c'est-à-dire, j'espère ne pas être trop embêtante, mais pourrais-je manger quelque chose? Oh, vous me voyez désolée, il n'y a plus de nourriture à bord. Mais rien qu'une tasse de café et un biscuit? Il n'y a plus rien. Je suis désolée, il va falloir attendre. Nous avons passé 4 longues heures sans le moindre café. Rien. Nous n'avions plus rien à servir. Les seuls plateaux repas que nous avions embarqués à New York avaient été servis avant l'atterrissage. C'était tout ce que nous avions à servir. Dites. Oui? Vous croyez qu'on va rester ici longtemps? Vous devez être sacrément fatigué. On a l'habitude. Écoutez, c'est peut-être idiot ce que je vais vous proposer, mais ça vous dirait de jeter un coup d'œil dans le cockpit, ça vous changerait les idées. Oui, d'accord, avec grand plaisir. Je suis désolé. Rien de grave. Dans leur tour, les contrôleurs sont contraints à l'attente. Tous les avions sont posés et ils n'ont plus grand-chose à faire, à part peut-être écouter le match de foot et s'inquiéter. Car comme nous, ils voient bien les nuages s'accumuler au-dessus de nos têtes. Dans 20 minutes, on est dans le brouillard. Ouais, ces nuages sont prêts à descendre sur nous. Il suffit d'encore un peu de vent, d'une baisse de température, et on n'y verra presque plus rien. Faudrait que ça bouge, sinon ils vont pas pouvoir décoller. Rodéos, ici Gando. Rodéos, je vous écoute. Gando, à tour de Rodéos, nous avons réouvert l'aéroport. La température est de 20 degrés. Le vent est faible et variable. Arrivée de la pluie dans 2 à 3 heures. Gando, nous allons commencer à vous les renvoyer. Ici, nous avons 14 degrés, du brouillard et une pluie fine. Ils seront heureux de vous retrouver. Allez, go, on s'y colle. D'accord. Enfin, tous les avions vont pouvoir repartir. Et nous, rejoindre notre destination finale, Las Palmas, où nous attend notre bateau de croisière. J'espère. Avis à tous les appareils, Gando est à nouveau ouvert. Vous pouvez demander l'autorisation de décollage à votre convenance. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? L'aéroport de Gando vient de réouvrir. Vous allez donc pouvoir réembarquer. Dès que votre vol est programmé, veuillez rapidement rejoindre la porte qui vous sera indiquée. Merci de votre attention. L'embarquement était très compliqué parce qu'il fallait en même temps appeler les passagers de tous les vols. Mais ils étaient soit à la cafétéria, soit en train d'acheter des souvenirs, si bien qu'il a fallu aller les chercher dans tout l'aéroport, et de ce fait, il y a eu des passagers qui sont restés dans le terminal. Ok, d'accord. Alors, si nous partons d'ici dans 1 heure et que nous nous offrons une pause à Las Palmas, nous resterons dans la légalité. C'est pas beau, ça? Willem? Puisque nous sommes piégés ici jusqu'au retour de nos passagers, je propose que l'on fasse le plein de carburant. Non, vaut mieux faire ça à Gando, c'est bien moins cher là-bas. Oui, c'est vrai, nous avons assez de carburant. Oui, nous en avons suffisamment, mais tout le monde va vouloir faire le plein à Las Palmas. Eh oui. En plus, imaginez, s'il y a encore un problème à Gando, on se retrouverait alors tous faits comme des rats. Écoutez, ici c'est moi le commandant, et donc c'est moi qui prends les décisions. Une décision lourde de conséquences. Sur ce point, vous avez raison. Passerelle, KLM 4805, nous souhaiterions faire le plein. J'écoute. Nous allons faire le plein de carburant avant le retour des passagers. Faites appliquer les mesures de sécurité nécessaires, voyants lumineux d'information et armez les toboggans situés sur les portes à l'arrière. Et à quelle heure est-ce que nous allons décoller? Mes hôtesses s'inquiètent à propos des limites horaires. Dites-leur ce qu'elles veulent entendre. Cela ne m'intéresse absolument pas, compris? C'est noté, commandant. Chouette. On m'a expliqué que pour limiter le poids au décollage, les avions de ligne embarquent généralement juste la quantité de kérosène nécessaire pour la distance à parcourir. Plus,
une marge de sécurité. Le commandant hollandais a rempli le quart des réservoirs de son 747. Cela représente 55 tonnes de kérosène, largement de quoi rejoindre Amsterdam ou de déclencher un incendie géant. Les passagers du vol KLM 4805 à destination de Las Palmas sont priés de se présenter porte 3. Dans l'aérogare, les passagers de tous les vols sont appelés en même temps pour réembarquer. Et voilà qu'un jeune couple de Hollandais s'aperçoit qu'ils ont perdu de vue leurs enfants. Toi, tu vas les chercher par là, et moi de l'autre côté. Rendez-vous porte 3 dans 5 minutes. D'accord. Et pendant ce temps-là, Robina essaye de négocier avec l'hôtesse. Je comprends bien votre envie de rester Bah ici. oui, il va falloir que j'y revienne demain, alors je préférerais éviter de trajets inutiles étant donné que je suis Cela déjà va à là. l'encontre des règles de la compagnie, voyez-vous. J'aimerais énormément vous être agréable, mais je crains que vous n'ayez à prendre cet avion. Et si on essayait de changer les règles pour moi? Je crois que j'aurais tout tenté, hein. Faites bon voyage. Merci. Mais décidément, cette jeune femme n'est pas très disciplinée. Et les règles, elle va les changer. Un problème? Oui, mais Lequel? je vais quand même rester ici. Oh, Et qu'importe les conséquences. je m'occuperai de tes bagages. Génial. On va franchir la porte tous les trois, sinon ma copine va se douter que je me débine. Allons-y. Viens. Allons-y. À demain. Ciao. Ils tenaient vraiment à ce que je parte avec eux et moi j'ai essayé de les persuader de rester. Mais ils ont préféré reprendre l'avion. À cet instant-là, Robina Van Landschot ne peut pas le savoir. Mais sur les 248 passagers du vol KLM, elle sera la seule et unique survivante. « 14 degrés, ça ne cesse de descendre. Si tu veux mon avis, tout ça ne me dit rien qui vaille. La visibilité va devenir quasi nulle. La météo? Salut les gars, c'est Fernando. Dites-moi, qu'est-ce qu'on va avoir en visée? Et demande-leur aussi qui va gagner le match pendant que tu y es. Arrête, ça pourrait nous être utile. Ouais, c'est noté. S'il y a des changements, tenez-nous au courant, d'accord? Nous, on va laisser les appareils décoller. C'est rassurant de voir les premiers avions décoller. On se dit que notre départ n'est plus qu'une question de minutes. Tour de contrôle de Los Rodeos. Paname 1736. Demandons autorisation de décollage. Météo de Las Palmas. Et instructions pour le roulage. 1736, vous allez devoir attendre un peu. Le KLM devant vous fait le plein de carburant. Attends, laisse, je vais le contourner. Derrière, ils vont nous massacrer si on décolle pas tout de suite. Tour de Los Rodeos. Nous allons essayer de passer en l'évitant. Notre commandant de bord essaye de dépasser le 747 hollandais qui nous bouche la route. Il a démarré les moteurs et on avance de quelques mètres. Mais un 747, ça fait 60 mètres de large. Et ça ne se manie pas comme une bicyclette. Ah, y a pas assez, je vais pas pouvoir. George, et si on allait respirer de l'air frais dehors et jeter un coup d'œil? D'accord. L'officier mécanicien navigant et moi-même sommes descendus sous l'aile droite de notre appareil. Il manquait 4 mètres pour pouvoir manœuvrer facilement et contourner le 747 de KLM. Vous vous rendez compte? Il manque seulement 4 mètres. À 4 petits mètres près, ça passait. Tu l'avais vu celui-là quand on est arrivé? Tu veux dire le volcan? Ouais, impressionnant, hein? C'est le Monte Ide. Selon la légende, c'est la demeure du diable. 3700 mètres. C'est ce qu'il y a de plus haut en Espagne. Enfin, à ce qu'il paraît. Il doit pas souvent y avoir de soleil dans ce patelin. Ouais, un air chaud et humide traverse l'Atlantique et arrive ici. Il se refroidit et ensuite, bingo, ça se transforme en purée de pois. Et les touristes se mettent à pleurer. KLM 4805, ici Paname 1736. Ici Van Zanten. On est coincé derrière vous, les gars. Est-ce que vous avez une idée du temps que ça va prendre encore? 35 minutes, KLM terminé. Il a raccroché? Il est sympa celui-là. Il nous empêche de passer et il ose raccrocher. Ah non, je te jure. Et chez les Hollandais, les choses ne vont pas non plus en s'arrangeant.
Je viens à nouveau de recompter, il nous en manque 4. C'est la famille qui se trouve à la rangée 33. Très bien. Je vous laisse avertir le commandant. Je vais m'occuper de nos passagers. Ah, c'est très gentil. Ce n'est rien. Roberto, retrouvez-les, s'il vous plaît. Je vous en supplie, le plus vite possible. D'accord. Commandant? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il nous manque 4 passagers. Bien. Sachez que nous avons 273 passagers qui risquent bien de passer la nuit dans l'appareil si nous ne décollons pas immédiatement. Alors, sauf si vous désirez rester coincé, ce qui m'étonnerait, je vous conseille d'aller immédiatement au terminal et de ramener ces 4 passagers. Entendu? Évidemment, nous, on ne sait rien de tout ça. On a quitté nos domiciles 18 ou 20 heures avant. La nuit passée dans l'avion, le décalage horaire, tout le monde est fatigué et on comprend de moins en moins pourquoi il faut encore attendre alors que d'autres avions décollent. Malgré les efforts de l'animateur, ce voyage organisé commence décidément très mal. Laisse, je vais m'en occuper. Mesdames et messieurs, ce voyage est long et fatigant. Mais croyez-moi, quand vous serez à bord du Golden Odyssey, vous serez chouchouté. Jour et nuit. Votre chambre sera équipée d'un téléphone qui vous permettra de bénéficier d'un room service 24 heures sur 24. La climatisation vous donnera la température que vous désirez. Et de grands lits moelleux vous soulageront vite de vos courbatures. Et nous attendons, patiemment. Même si certains, ou certaines, ont la tête ailleurs. Mademoiselle, je vois que les autres avions décollent. Vous pourriez me dire ce qui se passe? Après tout, nous étions là bien avant ces autres appareils. Nous allons décoller dans quelques minutes. Ouais. Et nos pilotes aussi n'ont rien d'autre à faire que d'attendre. Ah, est-ce que j'aimerais être à Paris, là, tout de suite? Je crois que t'es pas le seul, tu sais. On ira bien un jour. Ouais, on va y arriver. Nous ne le savons pas, mais en fait, nous sommes obligés d'attendre que le coordinateur Roberto retrouve les derniers passagers manquants du côté hollandais. On vous a cherché partout, venez, dépêchez-vous. Ils n'attendent que vous pour pouvoir décoller. Et viens vite, ma Allez, viens là, toi. Et dépêchons-nous, sinon ils vont partir sans nous. Et il les a retrouvés. Le malheureux, en totale innocence, les envoie tous vers la mort. Merci beaucoup, de rien. J'ai été les chercher, et ça, je ne me le pardonnerai jamais. Si je ne les avais pas trouvés, ils seraient encore en vie aujourd'hui. Voilà, Encore allez désolé. vite, dépêchez-vous. Allez-y. KLM 4805, prêt pour la mise en route. Tour de Los Rodeos. KLM 4805, prêt pour la mise en route. 4805, autorisé mise en route. Checklist avant démarrage, avion isolé, cale en place, porte fermée et vérifiée. Prêt pour démarrer en séquence. 1, 2, 3, 4. Bien reçu, 4805, commencez séquence 1. Les Hollandais démarrent donc leurs 4 réacteurs, un par un. Ils se préparent à remonter la piste jusqu'à l'autre bout pour décoller. En fait, ce serait si simple par grand beau temps. Alors que là, à chaque minute qui passe, la situation devient un peu plus dangereuse. Ça y est, on est dans le brouillard, on va bientôt plus rien voir. La visibilité est tombée de 10 à 3 km en 20 minutes. Mais on a du vent, ça devrait le faire partir. Oui, mais regarde, tu rêves si tu crois que la météo va s'améliorer. Tour de Los Rodeos, ici 4805. Demandons autorisation de pouvoir remonter la piste pour pouvoir décoller sur la 30. 4805, autorisé à pénétrer et remonter la piste. Bien reçu, on remonte la piste. 4805 s'engage sur la 12. Ça y est.
les Hollandais s'engagent sur la piste. Nous, on s'apprête à faire de même et à les suivre à quelques centaines de mètres, dans un brouillard de plus en plus dense. Tour de Los Rodeos, ici Paname. 1736, prêt à mettre en route. Paname 1736, vous êtes autorisé à mettre en route. Merci beaucoup. Veuillez attacher vos ceintures de sécurité, refermez la tablette devant vous et glissez votre bagage à main sous le fauteuil devant vous. Le brouillard s'est installé à une vitesse incroyable. Ouais, on n'y voit rien là-dedans. George, demande-leur de débrancher leur machine à brouillard. C'est ça, oui. À la base, nos instructions étaient de suivre le KLM et de remonter la piste. Remonter signifiant que nous devions rouler sur la piste suivant le KLM dans le sens contraire du décollage. Et les 335 tonnes de notre avion s'engagent à leur tour sur cette maudite piste que nous commençons à remonter en roulant au pas. L'aéroport de Los Rodeos est dans une cuvette. Lorsqu'une nappe de brume se forme dans les hauteurs comme ce jour-là, elle descend les pentes de la colline et s'arrête sur la piste. Notre visibilité est donc passée de parfaite à moins de 500 mètres. Nous avons perdu de vue le KLM. On va avoir 2 avions sur la piste. Ils n'ont qu'à rester à bonne distance, même avec ce brouillard, ils peuvent se voir. Ouais, c'est à espérer, Miguel. Contrôle de Paname 1736, prêt à pénétrer sur la piste. 1736, allez-y, roulez sur la piste 12. 1736, nous nous engageons sur la piste 12. Nous avons perdu de vue le Hollandais qui remonte la piste. Caché dans le brouillard, il est là, quelque part devant nous, à 700, 800 mètres. C'est à peine si on arrive à voir la piste. Et en plus, on ne roule qu'à 25 km/h. Checklist de roulage. C'est un véritable cauchemar. Ça va nous prendre 1 heure à cette vitesse. Il est hors de question que je passe une seule nuit à Las Palmas. Ça, ils vont m'entendre. Checklist de roulage. Oui, allez-y. Cadran de poussée, indicateur de virage, boussole de sécurité. Cap comparé et vérifié. Ok, notre poids est de 200 tonnes avec 55 tonnes de kérosène. Les paramètres ont été vus et vérifiés par moi-même. Checklist de roulage terminée. Paname 1736, autorisé à remonter la piste derrière le KLM. Paname 1736, nous suivons le KLM. À partir de maintenant, nous sommes tous sur la même piste. Les Hollandais devant, nous derrière. Nos pilotes sont un peu nerveux, d'autant qu'ils roulent sans visibilité et qu'ils devront à un moment donné quitter la piste pour laisser décoller le KLM. Tour de Los Rodeos. Ici Paname 1736. Paname 1736, je vous écoute. Vous avez bien dit de remonter la piste derrière le KLM, c'est bien ça? Affirmatif. Remontez la piste. Et quittez-la à la 3e sortie à gauche. La 3e à gauche, d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? La 3e. 3e à gauche. J'avais compris la Quittez première. la piste à la 3e sortie située à gauche. Ouais. C'est la 3e à gauche. Regardez un peu dehors, on a l'impression d'être dans un nuage. On est en train de passer sous les minima de visibilité. Dans un 747, on est à plus de 10 mètres au-dessus du sol. Ces machines sont conçues pour voler dans le ciel, pas pour rouler dans le brouillard. Et voilà nos pilotes comme de vulgaires automobilistes perdus sur une route déserte. Ce serait pas celle-là? Tout ce qu'on a, ce sont les marques au sol. Sans balisage central, il faut qu'on ait au moins 800 mètres de visibilité. Lorsque la visibilité est si faible, on a, au dos de nos fiches d'approche, des informations concernant la piste et les minima requis en visibilité pour décoller. On a retourné nos fiches et on a lu « Visibilité minimale requise, 700 mètres ». Alors, comme la tour ne nous avait donné que 500 mètres, nous ne pouvions pas décoller. Je te raconte pas, j'ai les pieds en compote.
En plus, j'ai l'impression qu'avec ce temps-là, on n'est pas encore parti. KLM 4805, est-ce que vous êtes en bout de piste? Nous venons de passer Charlie 4 il y a 2 secondes. Ok, arrivez au seuil de la piste, faites un 180 degrés. Et prévenez-moi dès que vous êtes ok. Reçu, tour de contrôle. Dites-moi, est-ce que le balisage central est disponible pour 4805? 1 minute, je vérifie tout de suite. Nous, pendant ce temps-là, on continue à remonter la piste, lentement. Mais nos pilotes maintenant ont un doute supplémentaire sur la bretelle de sortie indiquée par le contrôleur. C'est la première ou la troisième? La première, c'était une sortie à 90 degrés. Oui, d'accord. La deuxième sortie est à 45 degrés. Ça doit donc être la troisième, mais je vais quand même demander confirmation. Tour de Los Rodeos, est-ce que vous pourriez confirmer que vous souhaitez que le Panam 1736 tourne à gauche à la sortie numéro 3? La troisième sortie. 1, 2, 3. Troisième sortie. 1, 2 et 3. Parfait, on y arrive presque. Sortie 3. 1, 2, 3. Allons-y. Donc, c'est la troisième sortie. Encore faut-il la trouver. 1736, rappelez, piste dégagée. Madame 1736. Nous n'arrivions pas à voir les bretelles de sortie. On voyait à peine la ligne centrale de la piste sur laquelle nous roulions. Nous savions juste que la bretelle que nous devions prendre était à gauche et qu'elle faisait un angle de 45 degrés. 1 kilomètre devant nous, le 747 hollandais arrive, lui, en bout de piste. KLM 4805 et Panam 1736. Pour information, le balisage central est actuellement hors service. 4805, c'est bien noté. Je ne suis vraiment pas surpris. De toute façon, ça changerait quoi? On aurait besoin de l'éclairage d'un stade pour arriver à voir à travers ce brouillard. Dans la tour, pour les deux contrôleurs aussi, la situation est stressante. Depuis plusieurs minutes, ils ne voient plus personne, ni le 747 hollandais, ni notre avion. Et comme en plus, ils n'ont pas de radar au sol, ils nous dirigent en aveugle. Ah, je ne les vois plus. Je n'ai plus de contact visuel avec eux. Il nous faudrait un radar au sol. Comment veux-tu faire décoller des avions par un temps pareil? Évidemment qu'il faut un radar. Ça va bien se passer, ils sont suffisamment éloignés l'un de l'autre. Panam 1736, à quel niveau vous trouvez-vous? 1736, une petite seconde qu'on vérifie. Regardez, celle-là, elle fait 45 degrés. Ouais. Ça veut donc dire qu'on est ici? Oui, sûrement. Ok, la prochaine, on dirait qu'elle fait 45 degrés. Ouais. D'accord, mais... maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je dois tourner à la prochaine? Ouais, ça devrait être la bonne, ouais. Très bien. Vous êtes sûr? Sauf que peut-être il compte celle-là dans les 3. Ah, que c'est clair. De son côté, le commandant hollandais est de plus en plus nerveux. Il a peur de se retrouver cloué au sol et de passer la nuit avec son avion et ses passagers à Los Rodeos. C'est pas vrai, maudite météo. Klaus, donnez-moi nos vitesses de décollage. Bien. Alors, V1 est à 120 nœuds et VR est à 135 nœuds. Je prépare les fréquences. 139 et 138.7. Phare allumé? Affirmatif, ainsi que les feux à éclat. Évidemment, les passagers à l'arrière n'ont aucune idée de ce qui est en train de se mettre en place, inexorablement. Voilà, comme ça. Si tu es sage, dans 1 heure, on est en vacances, d'accord? D'accord, mais est-ce que ce seront de longues vacances? Comme l'année dernière. Le seul indice qui pourrait les alerter, c'est la visibilité, réduite à quelques dizaines de mètres. Mais en Hollande, cela n'a rien d'exceptionnel. Oui, on est en pleine purée de pois. De la purée? J'aurais le droit de la manger avec un steak? Ne dis pas de bêtises et reste bien sage. D'accord. Tiens, tu veux des chewing-gums? Ouais, merci. C'est gentil. Je me demande si Robina va passer une bonne soirée. Oh ça, je m'inquiète pas du tout.
Je suis sûr qu'elle va passer une soirée formidable. Ah oui? Ben oui, elle va être avec ton frère, Paul, dit le beau gosse. Oui, tu as raison. 17h04. Les Hollandais arrivent au bout de la piste et entament leur demi-tour. Attends, il y en a combien qui ont décollé? J'ai l'impression que ça fait 1 heure qu'on roule. On voit rien du tout. Tu crois que la visibilité est meilleure devant? Sûrement, ouais. Cool. En tout cas, faut l'espérer. À partir de maintenant, nos 2 avions sont face à face, à moins d'1 kilomètre de distance, sans se voir. Ok. On est au seuil de piste. On est parfaitement alignés. Et on voit parfaitement bien la ligne d'axe de piste. Prêt au décollage, tous les paramètres sont dans le vert. La visibilité reste malheureusement mauvaise. Mettez les essuie-glaces. J'allume les feux. J'ai dit mettez les essuie-glaces. Désolé. Essuie-glace. Ok. Nous avons une visibilité de 700 mètres maintenant. Eh, 1 minute. On n'a pas l'autorisation de route. Alors, demandez-la. KLM 4805. Nous sommes prêts pour le décollage. Attendons autorisation de route. L'autorisation de route, ce sont des instructions données au pilote pour lui indiquer comment aller à l'aéroport de destination. Ce n'est pas une autorisation de décoller. On peut vous donner l'autorisation de route 15 à 20 minutes avant un décollage. KLM 4805, vous êtes autorisé pour la balise Papa au niveau 90. Après décollage, virage à droite au cap 040. Jusqu'à l'interception du radial 325 du VOR de Las Palmas. Bien reçu, tour de contrôle. KLM prêt au décollage. Ok. Allez, on y va. Non, attendez autorisation de décollage. On est toujours sur la piste. Paname 1736. Paname 1736, rappelez Piste dégagée. Ok, on rappelle piste dégagée. Merci 1736. Il nous a demandé si nous étions sortis de la piste. J'ai répondu négatif. Nous sommes toujours sur la piste, mais nous vous rappellerons quand la piste sera dégagée. C'est la dernière chose que j'ai dite à la radio. Tu veux mon avis? Tirons-nous vite fait de là. C'est un nerveux, ce Hollandais. On dirait il est plutôt pressé. Nous roulions à 5 km/h. Jamais je n'aurais pensé que le KLM était sur le point de décoller. Il a dégagé? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il a vraiment dégagé le Paname? Oui, évidemment. Les jeux sont faits. À chaque seconde, le KLM prend un peu plus de vitesse. Au même moment, nous arrivons devant la bretelle de sortie. Oh de Dieu! Trop lentement. Oh le con, merde, il nous fonce dessus! Oh! C'est impossible! Décolle! Quand je l'ai vu arriver, j'ai fermé les yeux et j'ai plongé. Au moment de la collision, je n'ai pas compris la gravité de l'accident, parce que l'avion n'a été qu'ébranlé, a fait un blond. Il y a eu une véritable déflagration, comme si chaque molécule de l'atmosphère avait explosé. C'est comme ça que j'ai imaginé les choses plus tard. C'était assourdissant. Sur le moment, j'ai cru qu'une bombe avait explosé dans l'avion. Ça a été brutal et violent. Les lumières se sont éteintes, tout a pris feu. J'ai mis les mains sur mon visage et j'ai dit « Seigneur, mon heure est arrivée ». J'ai ouvert les yeux et j'ai vu que l'appareil était en flammes. Les vitres du cockpit avaient explosé. Notre aile droite était en feu. Il y avait 28 personnes au niveau supérieur et le salon supérieur avait tout simplement disparu, laissant un trou béant. En me retournant, j'arrivais à voir la queue de l'appareil. C'est comme si un géant avait découpé le haut du fuselage et l'avait retiré.
Les gens restaient dans leur fauteuil, ils ne bougeaient pas. Je ne sais pas pourquoi. En temps normal, vous êtes supposé attendre les ordres. Mais là, c'était clair. Dans cette situation, il n'y avait plus d'ordre à attendre. Il y avait le feu. J'ai crié à Suzanne, l'aile est en feu. Elle a couru jusqu'à mon poste. Suzanne était là, prête à ouvrir la porte. Mais celle-ci était complètement froissée comme du papier d'alu. Je me suis dit, on est pris au piège. En regardant la porte, j'ai hurlé. Enlevez vos ceintures de sécurité, vos chaussures. Ne prenez rien et suivez-moi. À ce moment, un trou s'est formé au-dessus de la porte. Ensuite, on s'est retrouvés dehors. Ne me demandez pas comment, je n'en sais rien. Joanne était là, elle me criait « Suzanne, prends-moi la main ». J'étais là, au-dessus de la porte, sur le fuselage déchiqueté. Je me suis penchée et j'ai dit à Suzanne, donne-moi la main. Elle m'a sorti d'une seule main, je ne sais toujours pas comment elle a fait. Alors que nous nous étions hissés sur le haut de l'appareil, je me suis dit, on est sacrément loin du sol. Si on saute, on va se briser les jambes. Le fuselage de l'appareil me faisait penser à la banquise. Des gros morceaux se détachaient, on ne savait pas où mettre les pieds. Les moteurs commençaient à se désintégrer. On les entendait exploser et projeter des pièces de métal aux alentours. Je crois que j'ai lâché la main de Joanne très rapidement. Ensuite, j'ai sauté d'une hauteur d'environ 2 étages. Le commandant sauta dans ce qui avait été la première classe de l'avion. Lorsqu'il toucha le sol, celui-ci céda sous son poids et le commandant se retrouva dans la soute à bagages. La chaleur était telle que les bouteilles d'oxygène ont explosé et l'ont très sérieusement brûlé. C'est mon instinct de survie qui m'a réveillée et qui m'a dit « Sors de cet avion ». J'essayais juste de comprendre ce qui était arrivé. Je me suis précipité sur la sortie et là, soudain, je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais? Et ma femme, où est-elle » Je me suis retourné, elle était là, derrière moi. Je lui dis « Je saute le premier et j'amortirai ta chute ». J'ai détaché la ceinture de sécurité de mon mari, qui était assis à côté de moi. Je l'ai poussé pour qu'il se lève et nous sommes allés à la sortie la plus proche. Il y avait trop de flammes de ce côté. Alors j'ai relevé la tête et j'ai vu que quelqu'un avait ouvert une autre sortie. J'ai crié à mon mari, allons-y. Et nous nous sommes dirigés de ce côté, sur l'aile gauche. Les Anderson étaient à quelques rangées derrière nous, mais ils n'ont pas eu de chance. Elle n'a jamais revu son mari. C'était une vision apocalyptique. Je n'imaginais pas une seule seconde que je puisse m'en sortir. Mais je me suis dit, bouge-toi de là, fais quelque chose, ne reste pas assise. J'ai commencé à monter sur les fauteuils et je ne suis pas une sportive, mais j'ai enjambé 3 rangées de fauteuils. Un homme me regardait, ayant l'air de dire « Aidez-moi ». Mais je ne pouvais rien faire pour lui. Après la collision, les communications avec la tour de contrôle furent coupées. Elle n'arrivait plus à recevoir des réponses du KLM ou de notre part. C'est un appareil qui était en attente au-dessus de l'aéroport qui a appelé la tour et qui leur a dit « Je vois de la fumée et des débris sur votre piste ». Tour de Los Rodeos, je suis en vente arrière pour la 3-0. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est incroyable, c'est que jusqu'à ce moment-là, les contrôleurs ne s'étaient rendus compte de rien. Et merde, qu'est-ce qui s'est passé? Répondez, répondez! Répondez, répondez! Le contrôleur a enclenché le système d'alarme. Après nous avoir percutés, le KLM s'est arrêté 500 mètres plus loin, près de la tour. Alors, quand les secours sont arrivés, ils se sont d'abord occupés d'eux. On n'a vu personne pendant un bon bout de temps. Je me demandais, mais pourquoi personne ne vient nous aider? Les passagers du KLM, pilotés par le commandant Van Zanten, étaient probablement tous en vie après que leur appareil ait heurté le Pan Am.
C'est en s'écrasant au sol que l'incendie s'est déclenché et a tué tous les passagers. Toujours à cause du brouillard, les secours ont mis plus de 10 minutes avant d'arriver sur place. D'abord, ils ont trouvé les restes en feu du 747 hollandais. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais vu leur équipement complètement désuet et l'ampleur de l'incendie, ils étaient impuissants. Leur combat était inutile, alors qu'il y avait un deuxième avion dans le brouillard, le nôtre, à 400 mètres de là, avec des survivants. On a attendu plus de 20 minutes avant de les voir arriver. Jamais on n'aurait pu imaginer qu'à quelques centaines de mètres de là, il y avait un autre avion en feu avec des gens encore vivants à bord. Je n'arrêtais pas de répéter, ne vous inquiétez pas, les ambulances vont bientôt arriver, on va nous aider. Il me semblait évident que quelqu'un avait vu ce qui s'était passé et qu'on allait nous envoyer des secours. On ne peut pas dire que ce fut une évacuation dans les règles de l'art. Les gens sortaient comme ils pouvaient, lorsqu'ils avaient la chance de trouver une brèche dans le fuselage. Quand nous sommes arrivés sur les lieux de l'accident, nous avons vu un avion ouvert en deux, le commandant ensanglanté au sol qui regardait l'avion, des gens qui sortaient en criant, des gens qui couraient, qui cherchaient des personnes de leur entourage, ne sachant pas s'ils étaient encore dans l'avion ou s'ils étaient sortis, et ne sachant pas ce qui s'était passé. La situation était vraiment chaotique. En fait, nous ne sommes qu'une soixantaine à avoir réussi à échapper à cet enfer. Pour la plupart, on s'est enfui par l'aile gauche, qui était miraculeusement intacte. Il y avait plein de passagers sur l'aile gauche de notre appareil. Je dirais qu'il devait y avoir 45 à 50 rescapés qui attendaient qu'on vienne les aider. Je n'ai jamais demandé quelle était la hauteur entre le haut d'une aile de 747 et le sol. Mais je vous assure que c'était très haut. Je me suis ouvert le crâne et fracturé le pied. Quand ma femme a sauté et qu'elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas marcher, j'ai quand même réussi à la traîner sur plusieurs mètres, loin de l'avion. Les moteurs continuaient à tourner et je ne tenais pas vraiment à m'en approcher. Alors je suis restée sur le fuselage de l'avion. Je n'imaginais pas que j'allais devoir sauter de l'aile. Sous les débris, vous savez qu'il y a des passagers pris au piège. Mais vous ne pouvez absolument rien faire pour les aider, étant donné que l'avion s'effondre sur eux. Seul un membre de l'équipage a réussi à ouvrir une porte. C'était une hôtesse. Un moteur a explosé et a projeté un débris qui l'a atteinte. Elle y a laissé sa vie ce jour-là. J'étais persuadée que lorsque nous allions passer de l'autre côté de l'avion, nous allions retrouver le reste des passagers et des membres de l'équipage. Mais évidemment, ça ne fut pas le cas. Et pendant ce temps, dans la tour de contrôle, ils n'avaient toujours pas compris l'ampleur du désastre. 20 minutes après le crash. Appareil au décollage. Tous les départs sont pour l'instant suspendus. Allô ? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. On a besoin de tous vos véhicules. Une fois au sol, j'ai entendu les gens crier, hurler. Mais 5 minutes plus tard, il n'y avait plus un bruit, le silence total, excepté le ronflement des flammes qui dévoraient l'appareil. Plus tard, j'ai demandé à un médecin ce que cela signifiait. Il m'a répondu qu'avec un tel incendie et une telle chaleur, l'oxygène est entièrement consumé et les gens dans les environs suffoquent. Je me suis sentie responsable parce que j'étais incapable de m'occuper de mes passagers. Je me suis sentie aussi inutile lorsque j'ai regardé l'avion et que j'ai compris qu'on ne pouvait plus rien faire, que le feu nous empêchait d'y retourner.
Des camions et des voitures privées sont venus se garer sur le gazon et rassembler les rescapés. Les 3/4 des passagers rescapés furent emmenés à l'hôpital en taxi. Je vous assure que je me souviendrai toujours du trajet jusqu'à l'hôpital. J'avais la peau des mains qui pendait. J'étais complètement brûlée. Mais mes yeux n'ont rien eu. J'avais du sang partout. Mais je suis allée vers quelqu'un et j'ai dit « Je suis médecin, est-ce que je peux aider ?» L'homme m'a lancé un regard étrange. Il a eu un sourire chaleureux et m'a fait non de la tête. Ensuite, je suis tombée dans le coma. Évidemment, dans les heures qui ont suivi, toute la presse internationale est arrivée à Los Rodeos. Et les premières images ont fait le tour du monde. Le choc de ces deux monstres bourrés de kérosène, 200 tonnes de pétrole qui vont exploser et qui vont transformer ces deux appareils en véritables brasiers. C'est une catastrophe qui se chiffre par centaines. 562 morts et 72 blessés. One was a Pan Am charter from Los Angeles that picked up more people in New York before flying to the Canaries. The other was a KLM charter from Amsterdam in the Netherlands. Un des hangars a servi de morgue. Il était immense. Environ 600 corps y ont été installés. Plus même, je crois. Le bilan définitif s'est élevé à 583 victimes. C'est la plus grande catastrophe de toute l'histoire de l'aviation. Chez nous, aux États-Unis, comme en Hollande, le choc a été immense. Et puis, tout le monde a commencé à chercher à comprendre. Moi, le premier, j'ai voulu savoir comment et pourquoi deux avions aussi modernes avaient pu se percuter. 3 pays ont été impliqués dans l'enquête. L'Espagne, parce que c'était son territoire, la Hollande, parce que l'autre avion venait d'Amsterdam, et les États-Unis, parce que nous étions américains. Un sacré boulot pour ces enquêteurs qui devaient maintenant tenter d'expliquer l'inimaginable, l'impensable, la collision sur la même piste de deux géants des airs. Il existe des théories sur les accidents aériens. Un chercheur, un certain James Reason, a imaginé il y a une trentaine d'années un schéma type. D'après lui, les origines d'un accident sont toujours multiples. Les causes s'ajoutent les unes aux autres, un peu comme des strates, chacune comportant une défaillance, un trou à travers lequel peut se glisser l'accident. Lorsque tous les trous se retrouvent alignés, l'accident devient alors inéluctable. C'est souvent ça, un tas de petits trucs qui s'additionnent, puis voilà. C'est les plaques qui se traversent les unes après les autres. La première cause n'avait rien à voir avec l'aéronautique. C'était un attentat à la bombe, perpétré par un groupuscule indépendantiste. Il voulait exercer une pression politique, semer le désordre, en obtenant la fermeture durant quelques heures de l'aéroport international. À aucun moment, ils n'ont imaginé les conséquences de leur action. Ensuite, on nous a déroutés, nous et les autres, sur un petit terrain régional, Los Rodeos. Un aéroport à piste unique et pas équipé pour recevoir un trafic important. Et encore moins des Boeing 747. Et puis c'était un dimanche. Et il n'y avait que 2 contrôleurs à la tour. Ils étaient compétents, mais pas vraiment habitués à gérer autant d'avions. Troisième cause, le déroutement, les attentes, les contretemps, la météo, la pression commerciale. Tout cela a généré chez les passagers comme chez les pilotes un véritable stress. Avec un facteur aggravant. Le commandant hollandais, lui, devait ramener son avion le jour même à Amsterdam. Et il savait qu'un retard trop important allait le clouer au sol pour la nuit et le forcer à attendre le lendemain matin. L'équipage du KLM était à la limite de son quota d'heures de travail.
S'ils avaient dû attendre encore un peu, ils auraient été obligés de rester à Los Rodeos et de loger leurs passagers dans les hôtels des environs. Quatrième cause. Le Hollandais était vraiment pressé. Et pour gagner quelques précieuses minutes à l'escale suivante, il a demandé à refaire le plein à Los Rodeos. Il a demandé 55 000 litres de kérosène, ce qui a alourdi l'appareil. Le rapport montre que ce n'est pas le nez du 747 de KLM qui a touché le Paname, c'est le train d'atterrissage principal. Je dirais que pour éviter le Paname, il aurait fallu que le KLM soit à une hauteur de 20-25 mètres. Si Jacob Van Zanten n'avait pas demandé de kérosène, ils auraient pu décoller une demi-heure plus tôt. Et une demi-heure plus tôt, la météo était très différente. Ça, c'est la cinquième cause. La piste de Los Rodeos est à 600 mètres d'altitude. Elle est encadrée par 2 massifs montagneux. La vallée où elle se situe est un canal naturel pour les vents et les nuages venant de la mer. Ici, la visibilité peut se réduire dramatiquement en l'espace de quelques minutes. Les nuages restent à un niveau très bas et le brouillard se maintient au sol. Vers 5-6 heures de l'après-midi, la température commence à baisser. Alors la rosée et le brouillard se forment. Le brouillard recouvrait tout. Aucun des deux avions n'avait un contact visuel avec l'autre. Sixième cause, le terrain n'était pas équipé d'un radar sol. Et les contrôleurs n'avaient aucun moyen de vérifier la position des avions. Ils devaient se contenter des informations fournies par les pilotes. Il nous faudrait un radar au sol. Comment veux-tu faire décoller des avions par un temps pareil? Évidemment qu'il faut un radar. S'il y avait eu un radar au sol à Tenerife, très probablement le contrôleur aurait constaté le début du décollage du KLM qui était aligné, et à ce moment-là, il serait intervenu. Il aurait vu le décollage, alors que là, il l'a pas perçu. La septième cause de la catastrophe, ce fut un problème de langage. En aéronautique, la langue internationale est l'anglais, mais les Espagnols parlaient avec un fort accent. Et nos pilotes ont eu quelques difficultés à les comprendre. Pouvez-vous confirmer, s'il vous plaît? Vous voulez que le Paname 1736 tourne à gauche à la 3e bretelle? 1, 2, 3, 3e bretelle. Dans cette histoire, le maillon faible est la communication radio entre la tour de contrôle et les deux équipages. Il y a eu des problèmes de compréhension entre les pilotes et la tour. Mais ce n'est pas ce qui a entraîné l'accident. Le Paname avait reçu pour instruction de sortir à la 3e bretelle, alors que seule la 4e faisait un angle de 45 degrés. C'est cette bretelle qui était la plus pratique à emprunter pour un 747 souhaitant remonter la piste. La 8e cause tient à un chevauchement des messages radio. Au moment critique, tout le monde s'est mis à parler en même temps, et plus personne n'a rien entendu. Résultat, l'information capitale d'attendre avant de décoller n'est jamais arrivée au commandant Van Zanten. Nous sommes prêts au décollage. Ok, allez, on y va. Non! Attendez autorisation de décollage. On est toujours en train de remonter la piste. Paname 1736. Voici reconstitués très exactement les derniers messages radio entre la tour et les deux avions. Attendez l'autorisation décollage. On est toujours en train de remonter la piste. Paname 1736. Deux émissions simultanées, ça donne une espèce de... C'est complètement inaudible. Souvent, c'est complètement inaudible. Et maintenant, voici le son original de ces derniers messages radio enregistrés par les boîtes noires. Nous étions à 28 secondes de la collision. Le pilote de la KLM n'a pas entendu l'instruction du contrôleur de maintenir position, de ne pas d'attendre pour décoller, et il n'a pas, le pilote de la KLM n'a pas non plus entendu le pilote de la Paname qui disait « et on est encore sur la piste ». Ces deux messages-là sont détruits mutuellement et il est parti. Jacob Van Zanten n'a pas entendu « attendez que je vous rappelle pour le décollage ». La 9e cause, et peut-être la plus importante, tient à la psychologie des équipages. À cette époque, la hiérarchie était très stricte. Et souvent, le commandant était le seul maître à bord, après Dieu. C'est maintenant que vous regardez les procédures d'approche pour Gando? Oui.
Je déteste que l'on attende la fin d'un vol pour faire cela, ok? Entendu? C'est bien vu. Les enquêteurs hollandais l'ont confirmé. Le copilote et l'officier mécanicien, malgré leurs doutes, n'ont eu presque aucune influence sur le commandant Van Zanten. Un officier mécanicien navigant n'a pas à obéir au commandant. Quand un officier mécanicien navigant pense qu'il est nécessaire d'arrêter un vol, quelle que soit la raison, il peut le faire. Dans l'aviation, et ce particulièrement en Europe, le commandant a toujours raison. Il est infaillible. Il a dégagé? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a bien dégagé le Paname? Oui, évidemment. En enquêtant sur le commandant du KLM, je suis tombé sur ses états de service. C'était un pilote hautement qualifié avec plusieurs milliers d'heures de vol et une excellente réputation. Nous avons parlé à sa fille. Elle nous a dit que son père avait un fort caractère, que ses avis étaient très tranchés, mais qu'il n'était en aucun cas un dictateur. Au bout du compte, 9 causes différentes ont été clairement identifiées, mais aucune d'elles n'a permis d'expliquer à elle seule la catastrophe de Tenerife. Selon le rapport d'enquête, la cause principale demeure la décision du commandant hollandais de décoller sans en avoir reçu l'autorisation. Jacob Van Zanten était pourtant compétent. Il n'avait aucune tendance suicidaire. Au moment où il a mis les gaz, il était donc certain d'avoir reçu cette autorisation. Il était certain que la piste devant lui était dégagée. Qu'est-ce qui finalement l'a induit en erreur? Nous ne le saurons jamais puisqu'il a emporté dans la mort la réponse à cette question. Depuis cette catastrophe, des mesures ont été prises pour améliorer la sécurité. On a multiplié les radars sol dans les tours de contrôle. Le vocabulaire utilisé par les pilotes et les contrôleurs a été clarifié et les rapports hiérarchiques dans les postes de pilotage ont été entièrement revus. Tout cela me réconforte, même si le risque zéro n'existe pas et que l'erreur demeure terriblement humaine. Ce que j'ai tiré comme enseignement de l'accident de Tenerife, c'est que peu importe la qualification, l'expérience, le professionnalisme des gens, tant qu'il y aura le facteur humain, un accident pourra toujours survenir. Pour nous, les survivants, les images de ce 27 mars 1977 sont gravées à tout jamais dans nos mémoires. Nous avons simplement appris à vivre avec. Chaque fois que j'ai des amis qui partent en voyage, je leur dis « Regardez où se trouvent les sorties de secours et lisez bien les consignes d'évacuation de l'avion. Ce sont des détails importants. » Je n'ai jamais fait de cauchemar. J'ai seulement rêvé que j'étais dans un aéroport derrière une baie vitrée et que je regardais un avion décoller, tout en sachant qu'il allait s'écraser. Je voulais crier, mais cette grande baie m'en empêchait. Je me sentais inutile, comme le jour de la tragédie. Il était de ma responsabilité de m'occuper de mes passagers, mais j'étais dans l'impossibilité de le faire. Nous n'avons pas pu les sauver. La perte de mon mari a bouleversé ma vie, mais aussi celle de mon fils et de toute ma famille proche et lointaine. Ça a été terrible. C'est là qu'on découvre que la vie est bien étrange. Moi, j'ai décidé de rester, mes amis sont partis. Et peut-être que si l'avion avait décollé 1 minute plus tard, rien de tout cela ne serait arrivé. J'ai pris conscience que la mort pouvait nous emporter à tout moment et qu'il fallait profiter de la vie jour après jour autant que l'on pouvait. Après le crash, j'ai décidé de fonder une famille. J'ai décidé que c'était le moment de rester à la maison et d'avoir des enfants. Je me suis dit, mes amis sont morts. Si je passe mes journées allongée sur mon lit recroquevillée, je vais mourir à petit feu. Et je n'ai pas le droit de faire ça. C'est en ayant une belle vie et en étant courageuse que je rendrai honneur aux victimes. J'ai de la chance parce que je n'ai aucun traumatisme lié à l'accident. Au début, j'avais honte. Je n'arrêtais pas de me dire que j'aurais dû mourir ce jour-là. Je me sentais mal.
J'étais vivante. Paul avait perdu sa sœur et nous étions constamment ensemble. Mais c'est ce qui a renforcé notre relation. Sans ça, nous ne nous serions pas mariés. Revoler après le crash n'a pas été facile, mais je savais que si je le faisais avec Joanne, elle me sauverait à nouveau la vie. Avec ma femme Caroline, on est retourné à Tenerife. Un taxi nous a emmenés à l'aéroport et nous avons revu la piste. Là, tout m'est revenu, d'un coup. Ensuite, nous sommes allés prendre le Golden Odyssey. Nous avons enfin pu terminer notre croisière, 2 ans après. Pour nous, c'était une manière de boucler la boucle.